Donc, dans le positif, la résurrection, dans tous les sens du terme, de l'ancienne relation, par exemple. La percée, la mobilisation de toutes les forces, la résurrection, l'éveil, la prise de conscience, le lien entre les époques, le passé et le futur, les racines, les ancêtres. La conscience, le fait de suivre son chemin, la réalisation de sa mission, le karma, le choc, la clairvoyance, la révélation, insight en anglais. Le karma comme lien de cause à effet, sans complexité inutile. Sans fantaisie, qu'on aime aujourd'hui dans l'ésotérisme moderne à ajouter au mot karma. Tout simplement lien de cause à effet, la loi. Dans le négatif, c'est la destruction, une énorme quantité d'énergie qui détruit tout sur son passage. Les nœuds du passé non travaillés, c'est-à-dire les nœuds karmiques non défaits. Le choc incessant, permanent. La carte est associée au bruit soudain et percutant d'une trompette, qui sera d'ailleurs dessinée dans les arcanes de Marseille et de Rider-Waite. Car dans les tirages, la carte agira de la même manière, comme l'apparition de quelque chose de brusque et inattendu. Tous les personnages sont de la couleur bleue, cadavérique, on dirait des défunts, mais leurs cheveux sont rouges. L'énergie de la vie entre en eux par la trompette, grâce ou par le biais de la trompette de l'archange Gabriel. Pour dire la vérité, nous voyons une scène pleine de vie, des montagnes, une rivière, sans aucune destruction du monde ou de la vie, au contraire. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie. Et ce n'est pas la mort, c'est la vie en fait, parce que c'est la résurrection. Les ailes rouges de l'archange symbolisent la phase du rubedo, l'inspiration absolue. Nous voyons donc les cercueils desquels s'élèvent les personnages bleus. Et donc, qu'évoque un cercueil? Vous savez, il n'est pas étonnant que lorsque vous commencez à travailler avec certaines techniques efficaces, les techniques de la transformation de la conscience, etc., vous pouvez rêver des cercueils, ou de vous-même dans un cercueil. Chacun a vécu un rêve pareil, j'en suis persuadée, au moins une fois dans la vie. Quand vous vous êtes vu dans un cercueil, vous vous regardiez de l'extérieur, vous voyez de l'extérieur que vous étiez dans un cercueil. Le cercueil représente le repos, le néant. D'un autre côté, il symbolise également la limitation, n'est-ce pas? Puisque c'est une sorte de boîte. Nous pouvons dire que les personnages bleus qui sortent des cercueils étaient morts, dans le sens figuré, inconscient. Leur univers, leur monde était aussi petit qu'une boîte. Vous connaissez certainement la phrase que chaque personne à son propre monde, à son propre univers, représente un univers. Sauf que le problème est que pour certaines personnes, cet univers entre dans une boîte d'allumettes. Cet arcane marque la sortie de cette boîte, l'expansion de l'univers intérieur. Et donc les rêves où l'on vous enterre, lorsque vous vous voyez dans un cercueil, ou lorsque vous voyez votre propre enterrement, sont en réalité des rêves très positifs, car ils symbolisent la fin de l'ancien, un changement des coordonnées, une expansion.
En Asie, il existe des coutumes, des traditions qui pourraient être comparées à des actions symboliques, au fait, hein, des fausses funérailles. On vous enterre et puis on vous déterre. Bon, on vous enterre vivant, de la manière pour que vous puissiez respirer, bien sûr, mais vous passez par l'action symbolique de l'enterrement. Cela symbolise le processus du nigredo, donc la mort symbolique réalisée par l'action symbolique de l'enterrement, du faux enterrement, car une expansion suivra inévitablement une mort, bien qu'elle soit symbolique. Dans notre exemple, le cercueil, donc la boîte, représente un état où l'on était vivant sans vraiment vivre. La plupart des gens ne vivent pas réellement, ils existent. Cet arcane, le jugement, marque la fin de ce genre d'existence. Nous parlerons ici également du père et de la mère, de la prise de conscience de toutes les figures archétypales du père et de la mère, entamant ainsi le thème des programmes familiaux. L'un des principaux problèmes avec les parents, avec nos parents, est que nous leur attribuons une dimension lumineuse. Nous les divinisons. Peu importe d'ailleurs comment nous les percevons, positivement ou négativement. Pour nous, les parents, même de manière négative, peuvent être sacrés. Notre tâche est de détruire cette luminosité, de déplacer l'archétype de la mère du monde réel vers le monde symbolique, de comprendre que le monde entier est ma mère. C'est ce qu'on appelle l'évolution de l'archétype. Que représente Éon? C'est le nom de l'arcane, n'est-ce pas? D'une part, c'est le dieu du temps, mais aussi les éons étaient des périodes ou des âges. Dans le christianisme gnostique, les éons désignaient les âges spécifiques. Et selon Crowley, l'humanité a traversé trois éons. Isis, Osiris et Horus. Le léon de Isis représente l'ancien monde jusqu'au christianisme. Léon de Osiris couvre la période chrétienne de 2000 ans, 2000 années. Et le prochain éon sera le léon de Horus, le dieu du feu, lorsque la conscience collective de l'humanité passera à un nouveau niveau. Les astrologues appellent cela l'ère du Verseau. Ce sont bien sûr des concepts très profonds, hein. Mais retournons à notre arcane qui s'appelle Léon. Ici, on voit également une famille. On voit, pareil, une famille comme chez le tarot de Marseille et Rider-Waite. Nous voyons la déesse Nut, N-O-U-T, que nous avons rencontrée dans l'arcane étoile. Ici, elle est représentée sous la forme d'un arc. Difficile à voir au début. Regardez, c'est comme un arc en couleur vert foncé. On dirait le fer à cheval qui occupe la partie supérieure de l'arcane. C'est une déesse du ciel en Égypte. L'équivalent grec, c'est Uranos. À ses côtés, son mari Hadith, H-A-D-I-T, est symbolisé par un point, représenté par un point rouge ayant des ailes dans la partie inférieure de la carte, centre, un peu plus en bas du centre. Si Nut représente une expansion infinie, alors Hadith symbolise une contraction constante. Donc, nous avons ici deux concepts, deux pôles opposés. Entre eux, entre Nut et Hadith, un œuf vert personnifie la naissance et la maturation. Que voyons-nous encore? Une des incarnations de Horus, Ra, Or, 8. Or avec H, 8 avec H. L'aspect adulte de Horus, c'est le dieu du feu, souvent représenté avec une tête de faucon ou d'ibis et un sceptre surmonté de la tête du phénix,
le symbole de la résurrection. Il est assis sur son trône. Les forces magiques, l'évocation des esprits, la pyromancie, l'invisibilité, la transformation, la vision du génie. La pyromancie est une forme de divination par le feu où l'on interprète les flammes, leur forme, leur intensité, les crépitements ou encore la direction de la fumée pour obtenir des messages ou des présages. Cette pratique était couramment utilisée dans l'Antiquité et fait partie des nombreuses méthodes divinatoires associées aux éléments naturels. Donc la pyromancie, mais dans notre exemple, il peut s'agir aussi, bien sûr, d'une métaphore. Nous parlons du contrôle du feu intérieur. Donc, l'une des forces magiques, c'est l'invocation des esprits liés aux histoires familiales, qui peut être vue comme une interaction avec l'inconscient. Lorsque nous commençons à faire remonter des figures de nos ancêtres depuis les profondeurs de notre psyché. Dans l'inconscient se trouve le soi, et celui qui se réfère à l'intuition. En d'autres mots, l'intuition étant la voix du soi. Cependant, toutes les voix que l'inconscient nous donne ne sont pas de l'intuition. Lorsqu'on appelle les âmes des ancêtres, il faut vérifier si c'est vraiment eux. Ce que je veux dire, c'est qu'un esprit maléfique peut prendre l'apparence d'un autre esprit. Cela peut être la voix de l'ombre ou des autres figures de l'inconscient. D'abord, on décortique sa personnalité. On se demande qui vit dedans dans notre personnalité, l'inconscient. La technique de l'imagination active consiste justement à donner une voix à chaque personnalité, à déterminer la résonance, la source de chaque voix et à quelle personnalité elle appartient. Le grimoire noir évoque des sensations très vives en nous. L'image montre une personne vue de dos, debout sur une colline, se tenant sur une colline, le vent soufflant dans son dos en portant son chapeau, symbole des limitations et des expériences passées. N'oubliez pas que, rappelez-vous que le chapeau est l'un des symboles de Saturne. Le chapeau vole vers l'avant et toute l'expérience se transforme en talent, en compétence immuable, dans la personnalité, dans l'individualité. Au loin, dans les nuages, on distingue une pyramide, un lien avec l'arcane, l'univers, le monde, l'arcane suivant. La pyramide symbolise la construction complète, totale de la personnalité et le contrôle de la réalité. Les pierres en bas de la carte représentent des obstacles, mais ceux-ci appartiennent désormais au passé car les pierres se trouvent derrière le personnage central de notre illustration. Devant l'homme, on aperçoit un arc-en-ciel souvent associé au pont entre le monde des dieux, des dieux archétypiques, et le monde terrestre. Sur le plan psychologique, cela signifie l'union du spirituel et du matériel. Là où dans les arcanes précédents, les connexions étaient plus ou moins explicites, ici les frontières s'estompent presque complètement. Les relations personnelles dans le positif, le passage de la relation à un nouveau niveau, la découverte du partenaire et de soi-même sur le plan sexuel et spirituel en même temps, simultanément, les deux en fusion. La fondation d'une famille accomplie, mais non plus d'un point de vue social, mais du point de vue interne, intérieur. L'acquisition de biens immobiliers et de propriétés communes, beaucoup de choses ont lié les gens dans le passé. Ils ont traversé beaucoup de choses, beaucoup. Ils ont vécu beaucoup ensemble, les épreuves communes. Si la relation est nouvelle, Léon, le jugement, montrera deux histoires. Dans le négatif, le scénario des anciennes relations se répétera. La personne me rappelle quelqu'un.
Vous allez vous dire, mais il me rappelle quelqu'un, cet homme. Mais ce n'est pas comme dans le sens d'une réincarnation, pas dans le sens occulte d'une vie antérieure, mais plutôt dans le sens d'une phase passée de votre vie. Par exemple, l'homme que vous rencontrez vous rappelle votre premier amour. Et les personnes ne se rendent pas toujours compte, hein. Quelqu'un de votre passé, de cette vie-là, mais de votre jeunesse, on va dire, s'est incarné dans un autre personnage. Léon, le jugement montre toujours ce qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé autrefois. Dans le positif, bah, une toute nouvelle personnalité va naître, va voir le jour grâce au partenaire jusqu'à l'apparence, nouvelle personnalité, nouvelle jusqu'à l'apparence, même voir les goûts, hein, nouveau goût. Hein. La prise des décisions résolues par rapport au couple, les relations du passé, la réévaluation de la relation, la séparation, oui, dans le positif, mais comme libération. Dois-je quitter cette relation? Dois-je sortir de la relation? Vous sortez le jugement, oui. Le moment est venu de vous séparer car chacun a pris de l'autre ce qu'il pouvait, ce qu'il a pu. Maintenant, chacun doit passer à autre chose. Dans le négatif, la destruction de la relation, la sortie de la relation névrotique, la prise de conscience de qui a fait quoi dans l'union, l'intervention des proches ou de la famille dans la relation, la séparation douloureuse, le départ soudain, enfin, le divorce.